Bienvenue sur Paracels, le podcast des médecines et thérapies du vivant. Je m'appelle Marie Moati-Cohen, je suis pharmacienne biologiste et naturopathe. Mon parcours m'a offert de rencontrer des personnes extraordinaires, des médecins et des thérapeutes à qui je souhaite rendre hommage et vous les faire rencontrer par l'intermédiaire de ce podcast. Vous pourrez retrouver le podcast Paracels sur toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, mais aussi sur la chaîne YouTube Podcast Paracels. Suivez-moi sur Instagram et n'hésitez pas à mettre un commentaire et un avis positif pour me soutenir. Alors c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette aventure. Bienvenue sur le podcast Paracels. Comment souhaitons-nous nous soigner aujourd'hui ? Nous avons le choix entre une médecine moderne, performante, rigoureuse, douée d'une expertise à la hauteur des moyens investis par les autorités sanitaires. Néanmoins, nos sociétés dites modernes pensent la santé, la maladie, les soins et la guérison à travers un modèle qui a atteint ses limites, en particulier dans la prise en charge des maladies chroniques en inquiétante progression. Les médecines naturelles, dites médecines intégratives ou complémentaires, séduisent de plus en plus et tentent de répondre aux impasses thérapeutiques avec une approche empirique qui néanmoins se base sur des siècles, voire des millénaires d'expérience. Malgré cela, le manque de consensus et l'hétérogénéité des approches peuvent créer de la confusion. Beaucoup de patients recherchent désespérément des solutions dans l'une ou l'autre de ces médecines. Parfois cela fonctionne et parfois non. Entre médecine mécanique et médecine énergétique, on assiste à une polarisation du monde médical. Et si nous sortions d'une vision dualiste de la santé ? Et si un troisième paramètre permettait de réconcilier les deux dogmes actuels dans l'intérêt du vivant ? Pour nous parler de la recherche de ce paradigme, je reçois aujourd'hui Jacques Boilève, docteur en biologie et accompagnant en psychologie et santé intégrative, auteur de plusieurs livres, dont 2 ouvrages sur la santé, La dynamique triangulaire de la vie et Santé vivante aux éditions Holosis. Bonjour Jacques, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et puis nous expliquer comment tout a commencé ? Bonjour Marie, d'abord merci pour cette invitation, parce que c'est assez nouveau pour moi de pouvoir m'exprimer sur ce sujet-là, alors qu'il est très présent en moi depuis très longtemps. Si je devais me présenter, ça serait peut-être de la manière dont je fonctionne intérieurement, puisque c'est ça qui a tout conduit. Et quand j'ai découvert les personnalités, il n'y a pas si longtemps, et que j'ai compris la mienne, il y a beaucoup de choses qui se sont éclairées. C'est-à-dire, dans toutes les personnalités, il y a quelque chose d'assez compulsif qu'on ne peut pas s'empêcher de faire et qu'on a besoin de faire. Et pour moi, c'était comprendre le monde, et même plutôt comprendre la vie. Alors évidemment, ça fait un projet assez énorme. Et puis après, je me rends compte que c'est assez particulier ce qui m'est arrivé, puisque j'ai un chemin de vie qui a été très discontinu, qui a fait plusieurs étapes, et chacune des étapes m'a apporté un élément, et à un moment, ces éléments ont commencé à se rassembler, et c'est ça qui a conduit à quelque chose qui pour moi était assez vertigineux, puisque c'était une vision de la vie qui n'était pas du tout celle qu'on m'avait enseignée, mais qui était beaucoup plus éclairante. Alors je pense que je vais essayer de raconter tout ça. Je te remercie parce que là, tu nous as fait une introduction, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur ce nouveau paradigme sur lequel tu as travaillé depuis plusieurs années. Et est-ce que tu peux nous expliquer alors ce parcours universitaire, par quoi tu es passé en fait au cours de tes études pour en arriver là aujourd'hui ? Ouais, quand je remonte, il y a quelque chose qui me marque, c'est que bon, j'ai passé mon enfance dans un petit village vendéen où il y a une rivière qui passe, et cette rivière, elle s'appelle la Vie. Voilà. Mais, bon. Après, il y a eu là les études, collège, et je me souviens, après une seconde que j'avais assez bien réussi, on me disait il faut absolument aller en filière C, maths, physique, et moi je dis mais jamais de la vie, quoi. Jamais de la vie, quoi. C'était assez impossible de passer à côté d'une filière où il y avait de la biologie, quoi. Ça, sciences naturelles.
Là, après, quand est arrivée l'orientation pour après, moi, je voulais être journaliste et on m'a dit, pas de débouché, ça. Bon. Alors, je vais faire de la psychologie. On m'a dit, ah ben non, à Nantes, la fac de psycho, il faut même pas y penser, quoi. Moi, je me suis retrouvé en fac de pharmacie. Et c'est assez étrange parce que c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver. Alors, la fac de pharma, bon, c'est pas spécialement enthousiasmant. Je dirais, qu'est-ce que ça m'a appris? Une certaine rigueur scientifique. Et puis, une discipline pour laquelle je suis assez doué, finalement, c'est la chimie organique. Et je me rends compte après à quel point chimie, biochimie, biologie, enfin, d'avoir ces bases-là, c'est extrêmement aidant. Aussi, donc, en fac de pharma, on nous fait faire un stage, un premier stage, une officine, et là, j'ai au secours, quoi. C'est non, non, surtout, je ne veux pas faire ça. Enfin, et il y avait cette opportunité d'avoir une filière biologie. Ça commence à parler déjà, toujours biologie. Bon, après, la suite, c'est l'internat. Et puis, j'ai eu un labo d'analyse qui est quand même une expérience pas banale, puisque c'était dans les années 90, et je pense qu'on a été un des derniers créations de petits labos, parce qu'après est arrivé le... Et bon, ça a permis d'expérimenter l'entreprise, le salarié, enfin, tout ça, c'est pas mal. Et puis, de voir ce qu'était cette biologie médicale. Puis à la fois, il y a le côté biologie, on comprend les choses, et puis à la fois, ouais, qu'est-ce que c'est limité, quoi. Voilà, qu'est-ce que c'est limité. Bon, j'aurais pu en rester là, hein, j'avais la vie tracée, un labo, bref, etc. Et puis est arrivé un divorce qui a conduit à devoir vendre ce labo. Et c'est là est vraiment la première opportunité, parce que à 36 ans, me retrouver donc avec ce qui était à l'époque pour moi une petite fortune, hein, quand même, parce que vendre un labo, c'était pas rien. Et puis, plus rien, plus d'impôts, plus d'engagement. Enfin, j'étais libéré de tout. Voilà, je me suis retrouvé avec, j'avais comme si je prenais ma retraite, en fait, voilà, avec subventionné. Une retraite à 36 ans, ça ouvre quand même pas mal d'opportunités pour refaire des choses après ça. Ouais, surtout j'ai su après, et je le dis souvent, l'accompagnement, ça m'avait été dit par des astrologues, hein, ça correspond à un cycle de Saturne. Dans une vie, en fait, il y a une bascule qui se fait entre 35 et 40 ans. Et, euh, et soit on reste dans la vie d'avant et on risque de vieillir un peu aigri, parce que la vie d'avant, on l'a pas choisie en général, quoi. Soit on change. Et là, moi, j'ai vraiment cette opportunité-là. Je me souviens des amis qui me disaient, mais t'es fou, tu laisses tomber une mine d'or, t'es pas obligé de le vendre, enfin, etc., etc., quoi. Si, si. Et là, je suis parti, bon, et je me suis dit, il n'y a plus de biologie, parce que j'avais juste un problème avec la biologie, c'est que je suis devenu phobique du prélèvement sanguin après des expériences malheureuses, quoi. Et donc, faire de la biologie quand on ne peut pas prélever, c'est un petit peu compliqué. Je me suis dit, vraiment, je trouve autre chose. Et donc, c'était la période, waouh, c'est vraiment une chance de vivre ça, parce que je faisais quoi? Donc, de temps en temps, un petit billet en Amérique du Sud, voilà, ça fait pas de mal d'aller visiter un petit peu là-bas. Puis, j'ai suivi des écoles, celle de Gurdjieff, par exemple, école de la quatrième voie, j'ai appris le Reiki, je suis même allé jusqu'à la maîtrise d'ailleurs, voilà. Je suivais des stages de chamanisme amérindien. J'ai rencontré des naturopathes, c'était quand même, il n'y en avait pas tant que ça. J'ai découvert ce truc un peu bizarre au début, et puis voilà. Puis il y a eu, je dirais pour moi, c'est la rentrée dans la période spirituelle. Je suis vraiment rentré dans cette recherche, autant le monde de la matière à la fac, je dis ok, ça montre des trucs, mais bon, c'est vide, quoi. C'était trop vide, quoi. Donc, je découvre les spiritualités. J'étais engagé dans un mouvement qui s'appelait l'Europe des consciences à l'époque, à fond, quoi. Puis j'ai rencontré quelques références de la spiritualité francophone. En fait, c'était un petit cercle où se retrouvaient des gens. Et puis bah, c'était pas ça non plus. Voilà. C'était pas ça, surtout quand j'ai vu que dans ce monde de la spiritualité, il y a la façade qui est très belle, puis il y a ce qui se passe dans les cuisines. Elle est. Voilà. C'est-à-dire que on prône de très belles idées et c'est psychologiquement pas très mature derrière, souvent, quoi. Donc il y a un truc, il y a un truc. Puis il y avait,
je sais pas, c'est peut-être à l'époque, j'ai découvert ou Eckhart Tolle ou des gens comme ça qui avaient quelque chose de beaucoup plus fort, quoi, et qui, qui disaient, ou Arnaud Desjardins qui disait, attention, la spiritualité ne va jamais résoudre vos problèmes psychologiques. Ça, c'était interpellant. Parce que si, comme on disait, tout est spirituel, que la source est spirituelle et que c'est ça qui crée la matière, on doit tout pouvoir résoudre à partir de ça. Alors, je ne le savais pas encore, mais là, je crois que je commençais à toucher cette idée que la causalité, en fait, nous met toujours dans la limite. C'est-à-dire que si on dit que la cause vient de quelque part et que forcément tout vient de là, ben, ça bug des fois. Il y a des moments où ça bug. Et cette période sabbatique, est-ce qu'elle a été pour toi salvatrice après ton expérience en laboratoire? Est-ce que ça a été plus une pause nécessaire dans ta vie ou elle t'a quand même appris et tu as pu quand même en garder quelque chose dont tu te sers aujourd'hui? Ah oui, je pense que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris, quoi. Et sans trouver. Et c'est peut-être que ça a commencé, parce que à un moment, je me dis, voilà, c'était comme si j'étais en train de chercher la vérité, et j'ai trouvé la vérité le jour où j'ai compris qu'elle n'existait pas, quoi. Et c'était, mais pourquoi on cherche toujours, en fait, une vérité, quelque chose d'absolu qui explique tout, alors qu'à chaque fois qu'on s'enferme dans une vérité absolue, on est obligé de forcer pour faire rentrer des choses qui ne rentrent pas, quoi. Bon, compte période sabbatique, c'était pas une retraite, quoi. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai bouffé mon magot à une vitesse impressionnante, quoi, voilà, parce que ça va vite, Elle a duré combien de temps cette période sabbatique? à 5 ans. 5 ans. 5 ans. Même si j'avais commencé à refaire des petits boulots, des fois, ou des choses comme ça, quoi. Mais bon, j'avais pas réussi mon projet, puisque je voulais absolument trouver une nouvelle activité qui permette finalement de vivre. On dit bien, il faut gagner sa vie, comme on dit, voilà. Et ça arrivait à la fin et ça commençait à devenir un peu anxiogène, parce que retourner en labo, moi j'imaginais pas du tout, quoi. Et là, il y a une première rencontre qui a été assez marquante pour moi, c'est celle de Claude Lagarde, en fait, qui était, je pense, un directeur de Nutergia. Et il parlait de biologie, c'est un biologiste, hein, comme nous, quoi. Il parlait de biologie, il présentait la cellule, il montrait un truc archi compliqué. On était tous, et puis à la fin, il disait, vous savez, personne n'y comprend rien, hein, tout ça, quoi. Mais tout ce qu'on sait, c'est que si on lui donne ce qu'il faut, les oligo-éléments et tout ça, elle va très bien fonctionner. Et là, je crois que j'ai eu un des premiers grands tilts, en fait, c'est plutôt que d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, ou pourquoi ça fonctionne, observons comment on peut le faire mieux fonctionner. Ah, ça change, hein. En effet, ouais. Ça change. Bon, après, donc, comme il m'a plutôt plu, je lui ai envoyé une lettre pour être embauché chez lui, il m'a pris. Donc, c'était une première expérience dans le complément alimentaire. Bon, ça n'a pas fonctionné, ça a duré 8 mois pour plein de raisons. Et après, comme j'étais rentré dans le milieu, il y avait un autre petit labo qui était plus près de chez moi. J'habitais à Toulouse, en Ariège à ce moment-là, donc un petit labo qui s'appelle Symphonate qui m'a pris. Et là, ça a été, waouh, la grosse opportunité parce que j'arrivais. Autant chez Nutergia, j'étais dans mon petit coin, là, j'avais pas le droit de faire grand-chose. Là-bas, on m'a dit, voilà, tu es directeur scientifique, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux, quoi. Wow. Et là, je crois que j'avais ce bon de commande, je me souviens, mais c'était un truc, il y avait 200 produits, il y en avait 4 pages, il y en avait dans tous les sens. Et on m'a dit, mets un petit peu d'ordre là-dedans. Et là, je me souviens dans mon petit bureau, là, en train de me chauffer les neurones, je me dis, c'est juste pas possible, quoi. Il y avait des élixirs floraux, des oligo-éléments, de l'aroma, de la phyto. Et puis, je sais pas quel ange est passé ou quel truc m'est arrivé. Mais alors là, il y a eu une espèce de flash. Je me dis, mais en fait, ces produits, ils agissent pas tous de la même chose. Ils agissent pas tous de la même façon. Et est arrivé ce concept assez vite qu'il y avait 3 modes d'action dans les produits. Il y a des produits qui soignent, il y a des produits qui nourrissent et il y a des produits qui informent. Ah oui, si vous prenez une plante, c'est de l'allopathie. C'est naturel, mais ça reste de l'allopathie, puisqu'il y a les principes actifs qu'on peut identifier. Si on donne du magnésium, des vitamines B, ben, on ne fait que suppléer à quelque chose qui nourrit. Donc on soutient le terme. Par contre, si on donne des élixirs floraux, de l'homéopathie, ben, il n'y a pas de matière.
Donc, comment ça agit? Donc, s'il n'y a pas de matière, ça peut être que de l'information. Voilà. Et ça a été le premier, peut-être grand flash, parce que on dit, mais pourquoi on ne sépare pas ces modes d'action? Voilà. Quand les gens font de l'oligothérapie, par exemple, mais c'est un cafouillis, parce que dans l'oligothérapie, c'est généralement informatif, alors qu'on le présente comme des carences. Mais c'est pas en prenant du magnésium à 0,1 mg que vous allez combler quoi que ce soit, quoi. Voilà. Donc ça a été le premier truc, quoi. Et puis, bon, la période complément alimentaire a dû s'arrêter, parce que je pense que je n'étais pas fait pour l'entreprise. Surtout que même si j'ai une grande reconnaissance, hein, pour Symphonet à l'époque, parce qu'ils m'ont laissé beaucoup, beaucoup de marge, et surtout m'ont permis de... C'est eux qui m'ont lancé à faire de la formation, je n'avais jamais osé, moi j'étais plutôt... moi c'était les bouquins, être en retrait, mais pas du tout en avant. Et puis surtout dans les formations, on m'a dit, tu n'es pas obligé de faire de la promo de produits, hein. Ce qu'on me demande, c'est d'intéresser les thérapeutes. Wow. Donc ça m'a permis de développer en fait des formations assez générales. Bon, après, j'ai vu quand même, et ça m'a beaucoup interpellé, que même en étant persuadé que j'étais objectif, à partir du moment où j'étais dans l'entreprise, je ne l'étais pas. C'est là que j'ai compris que toute l'information en fait, des produits de santé naturelle qui est faite par les labos est forcément tronquée. Parce que c'est pas possible, en fait. On fait, au minimum, on fait des omissions. Mais on ne peut pas tout dire. Bon. Voilà. Puis cette période, donc, ben, c'est terminé. Et chez Symphonat, donc c'est à cette époque-là que tu as posé les bases déjà d'une vision tripartite en fait du vivant. Tu dirais ça? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'a germé la dynamique triangulaire de la vie? Bon, on a bien compris que c'était tout un processus et puis c'est l'histoire d'une vie, d'un regard sur le vivant. Mais est-ce que tu penses que c'est là où le questionnement a démarré? Avec le recul, oui, c'est là que le modèle est arrivé. Et pourtant, je pense que j'ai pas fait le lien dans un premier temps. Ok. Et bon, après, ce qui a été, quand je dis que j'ai quand même été gâté, parce que j'avais déjà connu donc, les années sabbatiques suite à la vente du labo. Et là, j'ai une rupture conventionnelle je me retrouve avec 18 mois de prise en charge de chômage, dont j'ai allègrement profité, quoi. Et là, j'en étais à, ça devenait un petit peu obsessionnel, c'est que je voulais aller au bout de cette compréhension de la vie, quoi. Donc, j'ai profité de toute cette période. Et là, en plus, j'habitais en Ariège à ce moment-là, au fin fond de la campagne. Enfin, c'était super. Et je me suis dit, bon, je vais creuser la question. Alors, avec un truc un peu encyclopédiste, hein, je vais tout reprendre, la biologie, la physique. Et puis, je voulais absolument, ouais, comprendre. Alors, il y avait des questionnements quand même qui ressortaient. Et quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'est depuis toujours, quand on m'expliquait la vie et que je voyais un être vivant, je me disais, mais c'est pas ça. Ça colle pas. Quand j'essayais d'apprendre l'anatomie, j'ai jamais réussi, parce que j'essayais d'apprendre l'anatomie avec une logique carrée, et les organes, c'est jamais carré, c'est jamais comme il faut, ça rentre pas où il faut, et ça me disait, mais c'est pas, on raisonne d'une façon, on nous apprend à raisonner d'une façon, et la vie, c'est pas ça. Et on colle en fait ce modèle mécanique sur la vie, mais on doit passer à côté de quelque chose. Alors après, voilà, j'ai appris la vision matérialiste, ça ne m'a pas trop satisfait. J'ai appris la vision spiritualiste, ça ne m'a pas trop satisfait. Alors, qu'est-ce qui reste? Puis il y avait une autre question qui était, pourquoi quand je me suis intéressé aux Amérindiens, enfin, beaucoup là-bas dans les Andes, et pourquoi c'est pas la même chose que la spiritualité? C'est pas le même. Il n'y a pas ça, j'ai découvert après. J'ai découvert Spinoza très tard. Moi, sinon, je pense que ça m'aurait absolument révolutionné si j'avais connu Spinoza avant. Et oui, Dieu, c'est la nature, quoi. Voilà. C'est-à-dire que il n'y a pas d'intention. Hein. Wow. Donc, autre question, pourquoi les gens qui guérissent et d'autres qui guérissent pas? On se pose ce genre de questions, mais c'est pas normal. C'est-à-dire que quand on a une machine quand on a une machine qui est réparée, ben, ça part à tous les coups. Voilà. Quand on a un être qui est malade, il y en a qui guérissent, il y en a qui guérissent pas.
Alors on disait oui, mais ils ne font pas forcément tout ce qu'il faut. Ouais, bah, il y en a qui faisaient tout ce qu'il faut, soi-disant pour un cancer et qui mouraient. Il y a d'autres qui faisaient rien, ils faisaient juste que suivre leur traitement et guérissaient. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là. Et Il y a puis une, même question, pardon? Non, non, je t'interromps. C'est ce que tu viens de dire en fait fait écho au fait que, en tous les cas, dans le monde de la médecine conventionnelle, on se retranche derrière des statistiques. C'est-à-dire qu'on a le groupe de patients qui répond, le groupe de patients qui répond pas, et puis ça s'arrête là. En fait, on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui fait que dans ce groupe-là, ça ne fonctionne pas et inversement dans l'autre. Donc, ça génère, en tous les cas, quand on s'intéresse au vivant et à la compréhension du vivant, une certaine frustration. Oui, c'est surtout parce que bon, quand on va arriver à une vision plus large, on aura toujours en fait des gens qui répondent et des gens qui répondent pas. Mais on va accepter qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Mais on va chercher à voir quels sont les facteurs qui font que certains, alors que là, on ne cherche rien du tout. C'est-à-dire, comme disait David Servan-Schreiber, quand on lui a diagnostiqué son neuroblastome, vous avez une espérance de vie entre 6 mois et 15 ans. Il dit, mais oui, mais ceux qui ont vécu 15 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Voilà. C'est ça la bonne question, c'est-à-dire cette statistique là, qui donne un âge médian de survie, c'est complètement stupide, puisque les statistiques, c'est le truc qui est au milieu de tout le monde et qui correspond à personne. En fait. Donc il y avait ça, et puis l'autre truc qui m'obsédait, c'est le psychosomatisme. Alors ça me poursuit depuis toujours, parce que j'avais cette intime conviction que le psychisme avait une grande responsabilité dans les maladies. Donc voilà, j'ai essayé de résoudre tout ça, j'ai la chance, j'ai le temps. Donc j'avais ma biologie de départ, et puis il y a eu une première rencontre livresque, et ça je ne sais plus trop quand ça se situe, je sais que c'était à Paris, chez une amie, je vais fouiller dans sa bibliothèque, et je sors donc La mémoire de l'univers de Rupert Sheldrake. Et alors là, je crois que ça m'a fait une transe comme j'en ai rarement connue, quoi, parce que ça nous expliquait, enfin, le livre expliquait une hypothèse comme quoi le monde invisible existe, effectivement, et qui se trouve dans le vide. D'ailleurs, le vide, c'est 99,999 de ce qui existe, et que dans ce vide, il y a toute la mémoire de l'univers, en fait, sous forme d'information, mais une information qui crée des formes. Et là, on sort tout de suite de la linéarité, c'est-à-dire la forme, ce qu'explique Sheldrake, c'est la forme, en fait, c'est le grand tabou partout. Personne ne sait d'où viennent les formes. Pourquoi un chat est un chat? Pourquoi est-ce qu'on reconnaît un chat instantanément d'un chien? Pourquoi? Enfin voilà. Et on peut toujours essayer d'analyser, en fait, on ne comprend pas la forme. Et surtout, ce que disait Sheldrake, c'est arrêter de croire que l'ADN crée les formes, quoi. Et il disait, en fait, quand on croit que l'ADN crée les formes, c'est comme si vous voulez faire un immeuble, vous amenez tous les matériaux, vous posez tout, vous soufflez dessus et l'immeuble se construit. En gros, c'est ça la biologie aujourd'hui, puisque en fait, l'ADN fabrique tous les matériaux, mais qu'est-ce qui lui dit comment se former? Et ça, gros tabou. Alors, on va trouver des petits trucs. Hein. Et alors, c'est là qu'arrive cette notion de champ d'information. Et c'est Pour toi, c'est une révolution, quoi. Là, oui, pour moi, ça, c'était la révolution. C'est-à-dire qu'il y a un monde invisible qui crée les formes dans le monde visible. Alors, on pourrait dire, quoi, ça y est, on a retrouvé la spiritualité. Ouais. Ouais, à 2 nuances près. C'est que, il n'y a pas de Dieu et d'intention, il n'y a que des lois. Et 2, ce que disait Sheldrake, c'est pas à sens unique. C'est-à-dire que les archétypes créent les formes, et les formes qui évoluent changent les archétypes. Ce qui fait que ce qu'on appellerait Dieu change en même temps que le reste. Donc, on n'est plus dans ce déterminisme de départ, quoi. Alors, c'était absolument énorme aussi parce que ça explique quasiment tous les mystères. À partir du moment où on intègre qu'il y a une résonance entre les formes et les archétypes, voilà. Et alors après, c'était mais pourquoi ça reste aussi en marge, quoi. Oui, parce qu'on n'en entend pas, on entend parler de beaucoup plus de scientifiques, on entend parler
voilà, de grands auteurs connus de la biologie, mais on n'entend pas parler de ces personnes-là. Comme Non, alors, Sheldrake, et il y en a d'autres d'ailleurs. En préparant ce podcast, tu m'as expliqué. Je te laisse en parler, mais il y a aussi beaucoup d'autres auteurs qui ont parlé sur ce sujet. Et si tu es d'accord pour nous en dire un mot brièvement. oui, un petit mot, parce qu'on pourrait dire, oui, Sheldrake, il a fait son délire, là, mais non, seul. Donc, ça part quand même de David Bohm et Andrei Sakharov. C'est quand même des physiciens de grand renom. Voilà, il y a eu Sheldrake et Erwin Laszlo, après, qui a fait, lui, c'est une très grande enquête journalistique. Et puis, j'ai trouvé, alors ça, c'est des miracles des livres d'occasion, un biologiste, Henri Pratt, qui en 1964 a écrit un livre qui s'appelle Le champ biotique. C'est juste magnifique, quoi. Il réexplique toute la biologie en intégrant le champ d'information. Et alors là, évidemment, ça sort de plein de mystères. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi dérangeant? Ben, c'est très simple. C'est-à-dire que si on introduit la réalité du champ d'information, la mécanique quantique devient obsolète, hein, puisqu'elle nie le vide. Le principe de la mécanique quantique, c'est on fait des formules pour effacer le vide. Voilà. Donc c'est là qu'on voit que la mécanique quantique, quand on voit ça de deux, c'est complètement tarabiscoté, hein, comme modèle. Et on est absolument dans un truc complètement abstrait, quoi. Même si les applications fonctionnent. Voilà. Les religions perdent tout mystère, puisque finalement l'invisible, ce ne sont que des lois. Donc voilà. Et puis la biologie, tout le dogme de l'ADN s'écroule aussi. Donc évidemment, à partir du moment où on fait rentrer le champ d'information, tous les grands paradigmes ne tiennent plus. Alors c'est très gênant. C'est vrai que ça, enfin, quand j'entends les années dont tu parles, c'est très très contemporain de la découverte, notamment de la double hélice de Watson et Crick, qui d'ailleurs, et ça je l'ai appris récemment, n'était pas leur découverte propre. Ils ont récupéré. C'était une femme, voilà, qui a découvert ça, et l'assistant de cette docteure en biologie a, voilà, volontairement ou involontairement passé les papiers à Watson et Crick, et c'est eux qui se sont, voilà, octroyés, on va dire. En tous les cas, la publicité et la renommée de cette découverte, ce qui, a priori, en tous les cas, aujourd'hui en 2024, c'est toujours eux dont on parle dans ces années-là, de la découverte de l'ADN et de ses conséquences. Mais c'est vrai qu'on n'entend jamais parler de ces scientifiques qui ont eux aussi travaillé sur un autre plan autour de ces découvertes. Et qu'est-ce que tous ces auteurs que tu as cités, David Bohm, Sakharov, Sheldrake, Laszlo, Queneau, euh, en fait, qu'est-ce qu'ils mettent en évidence concrètement, en dehors des concepts? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à montrer par leurs travaux? En fait, ce qu'ils vont montrer, c'est que tout ce qu'on ne peut pas expliquer a une explication. À partir du moment où parce qu'on en est toujours, on va voir après, parce que évidemment c'était incomplet. Quand la systémique est arrivée derrière, évidemment, ça a amené quelque chose de beaucoup plus complet. Mais cette idée, par exemple, l'instinct animal. Hmm. Observer un animal qui vient de naître, qui n'a rien appris et qui sait déjà tout faire. Et est-ce qu'on peut penser une seule seconde que c'est inscrit dans ses gènes? C'est-à-dire la capacité à s'adapter à un monde qui n'est pas celui forcément de ses ancêtres, etc. L'inconscient collectif de Jung, tout le monde dit waouh, c'est super, mais ça repose sur quoi? Voilà. L'intuition. Quand on a une intuition, c'est-à-dire qu'on a la connaissance de quelque chose qu'on n'a jamais appris, d'où est-ce que ça vient? Les mémoires, alors on parlera à un moment ou à un autre des vies antérieures et des mémoires anciennes. Bon, on peut discuter de plein de choses, sauf d'une chose, c'est que ça existe, les mémorisations de choses qu'on n'a jamais connues. D'où est-ce que ça vient? Voilà. On a beaucoup de choses comme ça qui s'éclairent, quoi. Et sur le vivant, concrètement, sur, Et sur sur la le biologie? vent, c'est cette histoire du champ biotique, donc qu'a très bien décrit Henri Pratt. Et c'est-à-dire que finalement, ça nous ramène au fait qu'on a une âme. Sauf qu'on en reparlera un moment, c'est peut-être pas une âme au même sens que l'on dit les spiritualités. Hmm.
C'est-à-dire qu'on a une âme dans le sens où si notre corps a une forme, qu'est-ce qui lui a donné cette forme? Voilà. Et donc, maintenant, pour aller plus loin, dire OK, on a un champ d'information et en face, on a la matière telle qu'on la connaît avec son système mécanique. Mais ça colle pas trop, ça. C'est-à-dire comment une information de forme aurait donné des machines. Et là, j'ai un deuxième truc, alors ça, mais ça reste, je viens très bien à la FNAC à Paris, dans le rayon des bouquins en biologie. Je dis quand même, j'étais dans ma recherche, il faudrait que je prenne un bouquin de biologie, parce que je connais la biologie médicale, mais je connais pas trop la biologie fondamentale. Donc, je prends au hasard le livre de Fritjof Capra, La toile de la vie. Je savais même pas de quoi ça parlait. Et là, en fait, il explique toute l'histoire de la systémique. Et moi, je ne connaissais pas du tout, mais j'avais jamais entendu parler de ça. C'est intéressant parce que la systémique, ça vient pas du monde de la psychologie au départ. Donc là, c'est une application à la biologie. Oui, c'était ça qu'il avait commencé. Parce qu'au départ, en fait, toute l'histoire de la systémique, la théorie des systèmes, bon, ça a beaucoup tourné autour de la cybernétique, de la communication, de choses comme ça. Et après, il se trouve que la psychologie a très vite intégré la systémique, que les sciences sociales ont intégré la systémique, ont intégré la systémique, sauf la biologie et la médecine. Et ça, c'est très interpellant. Parce que bon, la systémique, c'est quoi en gros, c'est la phrase que tout le monde connaît, c'est le tout est plus que la somme des parties. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, Mais c'est pas qu'une phrase. ouais. C'est pas qu'une phrase. Parce que quand on dit ça et qu'après, on va dire, il fallait s'occuper de tel organe et de tel organe, ça y est, on a déjà perdu le tout, quoi. Voilà. Donc, et les systèmes, en fait, quand on regarde un ensemble comme un système, sa structure est secondaire. C'est sa fonction qui est primaire. Alors maintenant, est-ce que c'est la structure qui crée la fonction qui crée la structure? En fait, quand on rentre dans la systémique, on arrête de se poser ce genre de questions parce que c'est la même problématique que celle de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire que vous pouvez toujours vous creuser, vous ne saurez jamais qui a commencé. Et donc, est-ce que c'est la structure qui crée la fonction et pourquoi pas les deux en même temps? Et c'est en même temps qui va être déstabilisant parce que quand on sort de l'origine c'est la matière ou l'origine c'est l'esprit, eh bien, si c'est ni l'un ni l'autre, c'est peut-être les deux en même temps. Et du coup, il n'y en a pas un qui prend le dessus sur l'autre. C'est là qu'on arrive à quelque chose. Voilà, donc la systémique, bon, il y a plein de choses qui sont marquantes en systémique et il y en a une notamment qui dit que pour un être vivant, qui est un système, l'état d'équilibre, il n'y en a qu'un seul, c'est la mort. Donc, un être vivant n'est jamais en équilibre. Et c'est ce qui le définit. Ah oui, alors que qu'est-ce qu'on entend parler ayez une nutrition équilibrée, retrouver l'équilibre homéostasique, avoir une vie équilibrée. Enfin, c'est un mot qui est vraiment rentré dans le domaine, on va dire, de la santé, mais en fait, c'est pas ça le vivant, si je comprends bien ce que tu es en train de nous expliquer. Non, il y a un grand monsieur de la systémique qui a pris Logine. En plus, il a eu un prix Nobel. C'est fou quand même comme on peut oublier des gens. Qu'est-ce qu'il a dit, Prigogine? Il parlait de structure dissipative. Structure dissipative, c'est un système qui se maintient stable loin de l'équilibre. Et c'est ça un être vivant. C'est-à-dire, c'est une stabilité qu'on doit maintenir en permanence dans le mouvement parce qu'on n'est pas en équilibre, justement. Et que donc, vouloir rétablir l'équilibre, ça veut dire quoi? Oui, parce qu'on peut être on peut maintenir une stabilité dans la santé, et on le verra plus tard, hein, dans cet épisode, ou peut-être qu'on fera un deuxième épisode pour vraiment prendre le temps ensemble, que tu nous expliques les applications en médecine et dans la santé. Mais en effet, on peut avoir un état stable dans la santé, mais aussi dans la maladie. Et qu'est-ce qui fait que on est maintenu dans un état de stabilité favorable ou défavorable? Et voilà. Et c'est là que, pour comprendre par exemple une structure dissipative, prenez l'image d'un tourbillon. Hein, il y a de l'eau qui s'écoule et il y a un trou et il y a un tourbillon. Vous voyez, le tourbillon, il est pas en équilibre. Il se stabilise. Ça bouge tout le temps, un Et tourbillon. la forme, par contre, reste à peu près constante.
Par contre, l'eau qu'il constitue se renouvelle sans cesse. C'est quoi un être vivant? C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit, voilà, je suis composé de tous ces atomes. Il n'y en a aucun qui est d'origine. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire que notre forme se renouvelle en permanence suivant un modèle. Ben, on est quand même loin de la machine. Voilà. Et donc, on ne peut pas traiter un organisme vivant comme une machine, puisque sa matière se renouvelle. Donc, si on ne s'appuie pas sur sa capacité de renouvellement, ben, on n'utilise pas son principal potentiel. Donc, on voit que ça va nous faire rentrer dans ce qu'est l'auto-guérison, dans ce qu'est la... Alors, on ne va pas tout miser sur l'auto-guérison, mais sur la coopération avec le vivant. C'est ça, c'est-à-dire... Donc, Prigogine, pour moi, était très marquant, parce que aussi, donc il a un très beau livre qui s'appelle La fin des certitudes. Là, on y arrive. Et il y a dedans un réquisitoire contre la mécanique quantique qui est quand même assez impressionnant et qui montre en fait le côté un peu absurde dans lequel on s'est enfermé avec une théorie qui est complètement déconnectée de nous. Notamment, ce que dit clairement la systémique, c'est qu'il y a une flèche du temps. Alors que dans le quantique, tout est réversible. Donc, ce qui conduit à des tas de théories assez fumeuses qu'on peut faire, des mondes parallèles, de choses, tout ça. Quoi. Non, la flèche du temps, et ça c'est très fort, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il y a une flèche du temps? Parce que la mémoire ne s'efface jamais. Donc, on ne peut pas retourner à un état avant, puisque ce qui a été vécu ne peut pas s'effacer. Là, on va retrouver nos champs d'information qui mémorisent tout. Donc, on ne peut pas faire comme si quelque chose n'avait pas été. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Et la fin des certitudes, parce que ce qu'a amené la systémique, c'est la science de la complexité, et que dans la complexité, on prend un ensemble, on prend tout, et si on est honnête, on est absolument incapable de comprendre tous les liens qui se passent entre tout. Donc, et on se rend compte qu'on ne peut jamais prévoir à 100% quelque chose, parce qu'il y a toujours un facteur qui nous a échappé. Et on en arrive au fait que s'il y a une vérité, en tout cas, elle ne nous est pas accessible. Donc, on va pouvoir cesser de la chercher et on va pouvoir s'occuper maintenant d'essayer de faire bien avec ce qu'on a. Pas mal, ça. Ça ouvre quand même une certaine dimension, en effet. Et donc, maintenant, tu te retrouves à ce moment-là avec la connaissance du champ d'information, la systémique. Et est-ce que il y a un lien entre les deux? Il y a... Je crois que ça a été le plus grand éclair que j'ai reçu. Ça. Parce que finalement, donc le champ d'information parle des archétypes, la systémique parle des formes. La systémique se pose peu de questions sur l'origine des formes. Voilà. Sauf que quand même, il y a eu, et notamment avec les météorologistes, là, les gens qui ont fait la théorie du chaos, tout ça, ils commencent à parler d'attracteurs. C'est-à-dire que finalement, s'il y a une forme, il y a forcément un modèle. On parle de pattern aussi en systémique, hein, le patron qui fait la chemise. Quoi, voilà. Et l'attracteur, en fait, c'est le modèle qui crée la forme. Il est où cet attracteur Ah ben, c'est pas leur Il est dans problème. le champ d'information, c'est ça? Ah ben, il dit c'est quand même tellement évident, quoi. Ouais. À partir du moment où vous avez d'un côté des archétypes créateurs de formes et de l'autre côté des formes qui s'auto-organisent, parce que le fond de la systémique, c'est l'auto-organisation. C'est-à-dire qu'un être vivant, il n'y a jamais personne qui lui a dit comment se former. Il se forme tout seul. Voilà. Et donc, s'il se forme tout seul, c'est bien qu'il a quelque part un modèle, une information. Et alors là, je me dis, waouh, le champ d'information qui a des archétypes et l'auto-organisation qui utilise ces archétypes. Eh ben, je cherche partout. En 2009, j'ai recherché partout en 2024. Jamais personne ne fait ce lien. Et ça, pour moi, il y a un mystère. Est-ce que je suis en train de rêver? Ou est-ce qu'il y a un truc Parce que les deux, on va trouver beaucoup de choses sur les champs d'information, on va trouver beaucoup de choses sur la systémique, jamais reliées. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Hein. Moi, j'avoue, en lisant ton livre, hein, parce que j'ai eu la chance d'avoir été voilà, ton élève à un moment donné, et puis j'ai pu lire tes ouvrages, et étant passée quasiment par le même parcours universitaire que toi,
c'est en effet, pour moi, ça a été la dynamique triangulaire de la vie, donc ton premier livre sur ce sujet-là, a été pour moi une reconstruction totale, en fait, des enseignements que j'avais reçus par rapport à la biologie et par rapport à l'explication du vivant, qui se heurtait régulièrement quand même à des questionnements. Voilà, c'est l'apprentissage linéaire de la médecine, cet apprentissage voilà, cartésien, très compartimenté du vivant. En fait, à un moment donné, pour avoir cette vision d'ensemble et de toutes ces interactions en biologie, c'était tellement grand au niveau de la dimension intellectuelle pour notre cortex qu'au final, on laisse tomber, on dit bon bah ça marche comme ça et puis ça nous et ça nous convient. Mais ça questionne quand même. Il reste un questionnement profond et c'est vrai que c'est grâce à notre rencontre et à voilà, ce que tu m'as appris et au travers de ce livre que voilà, j'ai pu commencer à toucher du doigt et à mettre des mots et un concept sur ces questionnements et c'est incroyable. Et ce modèle, alors que bah voilà que sur lequel tu as travaillé, il était là à ce moment-là. C'était Non, ça le modèle? mais pas encore, parce qu'en fait, ça lui manquait encore quelque chose. Mais déjà, par rapport à ce que tu dis, Marie, c'est vraiment important, c'est-à-dire que entrer dans ce modèle-là n'annule pas tout ce qu'on a appris avant. C'est ça c'est-à-dire que c'est pas du tout de se mettre en opposition avec tout ce qu'on a appris, c'est de remettre ce qu'on a appris à sa place. C'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que toute la biochimie du corps, tout ce qu'on connaît mais tout ça, oui, c'est un modèle qui est intéressant. Mais si on met pas autre chose derrière, on peut pas voir le tout. C'est ça le truc. C'est-à-dire que, en fait, ce modèle mécanique, on essaie de voir le tout, mais on colle toutes les parties les unes à côté des autres. Donc ça fait un tout qui, en fait, ne tient pas la route. Voilà. Et après, il y en a des autres visions holistiques. On dit, mais nous, on voit le tout. On va dire, non plus, parce qu'on voit le tout à travers l'énergie ou la spiritualité qui crée une unité venant de l'invisible. Mais non, non plus, parce qu'il y a des choses qui sont... Alors, qu'est-ce qui manquait? Ben, si on a d'un côté des archétypes qui créent des formes, et de l'autre côté des formes qui s'auto-organisent et qui renvoient leur information à l'archétype, ben, tout ça, ça va se figer. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que ça bouge? Donc, en fait, si on ne met pas un troisième facteur, on a un modèle figé. Et là, la troisième rencontre, hein, c'est étonnant, parce que c'est Jean Piaget. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? En fait, j'étais en train de creuser l'évolution, parce que c'est une grosse partie, ça, l'évolution des espèces, de tout ça. Et alors, il y a toutes les théories néo-darwinistes, créationnistes, voilà, qui sont tout aussi incomplètes les unes que les autres. Et Piaget, en fait, on le connaît pour sa psychologie de l'enfance, on ne le connaît pas beaucoup pour c'est un biologiste au départ, en fait, qui étudiait au bord du lac Léman, là-bas, l'évolution sur une espèce de coquillage. Enfin, bref. Et il a été très vite lui orienté un petit peu systémique. Et le livre qu'il a écrit, c'est Les êtres vivants moteurs de l'évolution. C'est-à-dire que l'évolution, c'est ni le hasard, ni Dieu, c'est les êtres vivants eux-mêmes qui la créent. Et là, waouh! Je dis, mais qu'est-ce qui fait que les êtres vivants, s'ils sont une auto-organisation sous l'effet d'archétypes, qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent évoluer? C'est forcément qu'ils ont quelque chose d'autonome. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont d'autonome et qu'est-ce qui leur permet d'être en mouvement? Et c'est là qu'arrive la notion d'énergie. Et l'énergie, c'est pas de l'information. Et là, je me souviendrai toujours de cette rencontre. J'étais allé à Bordeaux rencontrer Jacqueline Bousquet, qui était une biologiste un petit peu alternative, qui était très branchée sur les champs d'information. Elle pensait que c'était les neutrinos qui faisaient ça. Enfin, bref. Donc, j'arrive là-bas, je vois deux femmes sur des grands écrans d'ordinateur, elles cherchaient je ne sais quoi. Bon, on a discuté, on est allé manger. Alors, j'ai oublié tout sauf une chose. À un moment, elle me dit, Jacques, vous confondez l'énergie et l'information. Alors ça, en fait, quasiment aujourd'hui, toutes les confusions sont là. Voilà. Si vous prenez en naturo l'énergie vitale, eh ben, c'est un mélange d'énergie et d'information. Et Ouais. si vous prenez l'énergie de beaucoup, l'énergie qui soigne, l'énergie ne soigne rien du tout, elle n'a pas le pouvoir de soigner. L'énergie, elle a le pouvoir de dynamiser.
En fait, l'énergie, si je comprends bien, elle est génératrice du mouvement dans l'auto-organisation, c'est ça? Ouais. Ok. C'est-à-dire que pour que ça puisse... il y a aussi un côté, elle donne une certaine autonomie. Mhm. Si les êtres vivants n'avaient pas une certaine autonomie, tout serait prévisible et rien ne pourrait évoluer. Mais comme les êtres vivants ont une certaine autonomie, vous mettez ensemble plein d'êtres vivants qui ont leur propre autonomie, ça crée quand même un joyeux bordel hein, sur l'ensemble. Et donc, il faut que tout le monde arrive à s'adapter, et c'est ça qui fait évoluer. Et elle Et, vient d'où cette énergie alors? Comment est-ce qu'elle vient nous traverser? D'où est-ce qu'on peut et aller ouais, la chercher? parce que là, tout de suite, quand on pense énergie, alors on pense à Einstein, on pense à tout ça, mais on n'y est pas du tout. Ça, c'est de la matière. C'est-à-dire, toute l'énergie qu'on connaît, c'est que de la matière. C'est de la matière en mouvement. Donc, une onde électromagnétique, c'est de la matière. Enfin, voilà. Donc, non. Ben, on en revient à David Bohm et Sakharov et au champ du point zéro, c'est-à-dire le vide qui contient le champ d'information contient aussi cette énergie. Et c'est cette énergie qui fout le bazar dans la mécanique quantique, parce qu'il y a quelques phénomènes, alors je ne suis pas spécialiste, hein, il y a le décalage de Land, il y a les forces de Van der Waals, tout ça, ça n'a pas d'explication. Parce que il faudrait faire intervenir l'énergie du vide dedans. Et donc, comme ça, c'est interdit en mécanique quantique, on ne le fait pas. Quoi. Et donc, cette énergie, après, bon, il y a pas mal de choses. Il y a toute l'histoire de Nikola Tesla, qui est un peu mystérieuse. Il y a l'histoire de Victor Schauberger, qui faisait voler des engins avec un tourbillon. Enfin, bon, c'est le grand fantasme de l'énergie libre, hein, qu'on capte et qui fait rouler les voitures. Sauf que ça marche pas, quoi. Mais c'est cette idée que dans le vide, il y a une énergie immense que seules peuvent capter les structures qui ont une sorte de capteur, quoi. Et on sait que par exemple, dans la nature, la forme qui capte l'énergie, c'est le vortex, le tourbillon. Victor Schauberger, il regardait les truites remonter les torrents, il se disait, purée, comment elle trouve cette énergie pour monter aussi? En fait, elle prenait l'énergie du vortex et bon. Et maintenant, on peut considérer que nous, en tant qu'êtres vivants, on a comme des micro-vortex qui captent cette énergie. Et Intéressant. maintenant, si on voulait prouver ça, il faudrait, moi je ne suis pas assez doué pour ça, mais il faudrait arriver à montrer que le bilan énergétique d'un être vivant, est-ce qu'il tient seulement avec l'énergie qu'on connaît? Bon, peut-être ou pas. À la limite, c'est peut-être pas ça qui est important. Mais maintenant, moi qu'on m'explique pourquoi un être vivant, une seconde avant sa mort, une seconde après sa mort, qu'est-ce qui a changé? À part le fait que l'énergie circule plus. Voilà. Donc, et maintenant, pourquoi est-ce qu'à un moment, elle circule plus? Ça, on pourra toujours creuser. Maintenant, plus on est jeune, plus on la capte, ça c'est évident. Donc plus on vieillit, moins on la capte. Donc on voit aussi que dans ce système vivant, la notion de vie éternelle, c'est complètement stupide, parce que la vie, elle a besoin de se renouveler. Donc ce qui l'intéresse, c'est pas d'avoir des gens qui vivent 1000 ans, c'est d'avoir 10 personnes qui vivent 100 ans. C'est beaucoup plus intéressant. Donc l'énergie. Et là, ça y est, là c'était clos, là. Et donc, c'est là que j'ai dit, ah tiens, je retrouve l'information, l'énergie, la matière. Ça y Et, est, le concept est là. et ça y est. Et là, j'ai retrouvé mes modes d'action. Je me dis, tiens, c'est le même triangle. Quoi. Enfin, il y a des petites variantes, mais c'est à peu près le même triangle. Alors, c'était un petit peu, au début, c'était très conceptuel, hein, c'était très... puis, plus je regardais les êtres vivants, ben, je me dis, ben là, ouais, c'est bon. Voilà. Aujourd'hui, si je vois un être vivant, comment le définir en fait? Comment on pourrait définir finalement? Parce que ça reste fumeux, ça. Il y a de la matière, il y a de l'énergie, il y a de l'information, mais c'est quoi un être vivant? Ah, ouais. Il y a longtemps que je cherche, hein, trouver des mots, j'ai du mal, mais là je dirais aujourd'hui, c'est un point de stabilité en fait, entre la matière, l'énergie et l'information. Et donc, si j'enlève un des trois, il n'y a plus d'être vivant. Et donc, s'il y a un problème, les trois vont être concernés. Pas forcément avec la même proportion. Donc, bienvenue dans la complexité. Merci Jacques.
Donc en fait, si je résume, on a 3 grands pôles sur ce triangle, la matière, l'énergie et l'information. C'est ça? J'ai bien compris le principe de la dynamique triangulaire de la vie? Oui. Ok. Et on va se Alors, concentrer sur la matière parce que il y a qu'elle qu'on peut expérimenter. Les autres, en fait, on va voir que les conséquences pour le moment, en tout cas avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. qui sont les nôtres. Donc la matière auto-organisée. Ce que je te propose, pardon. Oui. Donc maintenant qu'on a posé le modèle de la dynamique triangulaire de la vie, avec ces 3 pôles, la matière, l'énergie et l'information, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans un deuxième épisode où on va pouvoir mettre en application ce concept à la santé. Et comme ça, on pourra développer et prendre le temps de développer ce nouveau concept, ce nouveau paradigme dont tu as écrit vraiment tous les détails, tout ce que tu viens de nous raconter, hein, c'est bien détaillé dans ton livre, La dynamique triangulaire de la vie, aux éditions Holosis. Je mettrai les liens de toute façon dans les barres d'informations en lien avec ce podcast pour que les gens qui sont intéressés puissent se procurer ton livre. Est-ce que tu es d'accord? Il faut juste dire sur le livre quand même, parce que j'ai un petit peu de recul dessus, c'est que c'est pas un roman de chevet, quoi. C'est-à-dire que... Non, je confirme. C'est-à-dire que c'est très dense, c'est très conceptuel, c'est très poussé, c'est très rigoureux, c'est très et c'est important d'y aller très progressivement parce que voilà, si ça a pris 18 mois à le faire. Moi, j'ai mis plusieurs années à le lire. Enfin, je le lis par petits morceaux, mais les personnes pourront vraiment retrouver toutes les sources dont tu as parlé dans le podcast qu'on vient d'écouter. Et voilà, si les personnes veulent retrouver toutes les sources, les auteurs, les citations, dont tu as parlé, ils pourront le retrouver dans ce livre. Merci Jacques et à tout de suite pour ce deuxième épisode.